Vincent Boyer, maître de conférences en droit public à l'Université de Bretagne Sud au sein de l'UFR Droit, Sciences économiques et Gestion. Alors, je suis maître de conférences en droit public spécialisé en droit constitutionnel avec des thématiques de recherche portant sur le droit public institutionnel. La conférence de ce soir va parler du Sénat et du mode de désignation de ses membres. Actuellement, le Sénat est désigné par élection, mais le Sénat est confronté à deux défis que nous allons identifier ce soir. Et nous allons essayer de voir est-ce que le mode de désignation actuel des sénateurs permet de répondre à ces deux défis. Et si ce n'est pas le cas, quel autre mode de désignation pourrait être mis en œuvre pour répondre aux défis auxquels est actuellement confronté le Sénat. Et nous verrons que le tirage au sort peut être une solution pour répondre à ces deux défis. Donc bonjour à tous, je me représente, Vincent Boyer, maître de conférences en droit public, ici à l'Université de Bretagne Sud et plus précisément à l'UFR Droit, Sciences économiques et Gestion de Vannes. Alors effectivement, je suis spécialisé en droit constitutionnel, plus précisément en droit public institutionnel. Donc ma réflexion porte sur les institutions publiques, sur les institutions politiques. Avant de commencer, je souhaiterais remercier Christophe Serino qui m'a très gentiment invité à présenter une conférence dans les cadres des Mardis de la Recherche. On s'était déjà rencontrés, mais c'était l'occasion de retravailler en quelque sorte ensemble. Et donc, je te remercie, Christophe, pour cette invitation. Alors, pour un Sénat désigné par tirage au sort. Deux remarques préliminaires avant de commencer. Comme le disait Christophe, un temps d'échange sera prévu après ma présentation pour poser vos questions. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez m'interrompre pendant ma conférence et me poser des questions si d'aventure vous aviez des questions. Je serai obligé, pour les besoins de l'enregistrement, de répéter ces questions. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant ma conférence, à poser vos questions. Deuxième remarque, je crois que d'emblée, il faut convenir que cette proposition de désigner le Sénat par tirage au sort peut sembler étonnante. Et au mieux, elle suscite en règle générale une sorte de mépris ironique. Désigner les sénateurs par tirage au sort. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je me dois de vous expliquer comment j'en suis arrivé finalement à cette proposition. En fait, deux éléments m'y ont conduit. Ma thèse, une recherche doctorale, et ensuite une réflexion plus personnelle sur le hasard. Alors, premier élément, durant mon doctorat, j'ai rédigé une thèse portant sur la gauche et la seconde chambre de 1945 à nos jours. Il s'agissait d'une thèse en droit constitutionnel qui a été l'occasion d'étudier notamment les pouvoirs de la seconde chambre et plus généralement le rôle et la place des secondes chambres dans les institutions françaises. Cela a été l'occasion également d'évoquer les critiques qui sont parfois formulées, parfois je dirais même souvent formulées à l'encontre de la seconde chambre. L'occasion d'évoquer également les défis auxquels est confrontée la seconde chambre et l'occasion également d'évoquer les propositions de réforme qui sont parfois avancées. Alors d'ailleurs, petit aparté, de manière générale, l'étude des secondes chambres en France est particulièrement intéressante. Pourquoi cette étude est particulièrement intéressante? Eh bien parce qu'en fait, l'histoire de la seconde chambre en France semble trancher avec l'histoire constitutionnelle de la France depuis 1789. Alors qu'en fait, si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la question de la seconde chambre est au cœur du débat constitutionnel français depuis 1789. Alors je m'explique. L'histoire de la seconde chambre semble trancher avec l'histoire constitutionnelle de la France depuis 1789. Pourquoi ? En fait, l'histoire constitutionnelle française est marquée par son instabilité. Depuis 1789, si on s'amusait à compter les constitutions, on pourrait considérer, mais là encore, tout le monde n'est pas d'accord,
On pourrait considérer qu'il y a environ 13 constitutions écrites. À ces 13 constitutions écrites, il faut ajouter toute une série de régimes différents, puisque certaines périodes de notre histoire ont été vécues sans constitution ou en dehors de toute constitution. Et certaines constitutions ont été modifiées si profondément que finalement, c'est un autre régime constitutionnel qui a été mis en place. Et donc, même s'il y a des divergences au sein de la doctrine, on peut considérer qu'au total, c'est une vingtaine de régimes qu'a connu la France depuis 1789. Alors d'ailleurs, certains s'amusent de cet acharnement des Français à vouloir changer de constitution, qui est pour eux vraiment une caractéristique française. Et c'est ainsi que Michel Joubert disait par exemple, je le cite, « Les Français sont souvent comme le poète, les pieds à peine sur terre et la tête dans les étoiles, spécialement dès qu'ils évoquent la constitution dont ils ont si souvent changé. Ils rêvent toujours de la prochaine, tout en se référant à la défunte qu'ils ont fini par comprendre, tandis qu'ils vivent présentement avec un autre texte. » Et petit aparté, encore une fois, les débats présidentiels, peut-être ce soir, on entendra encore parler peut-être de 6e République. En tout cas, il y a cette volonté en France souvent de vouloir changer la Constitution. Et à l'inverse de cette instabilité constitutionnelle française, de cette histoire constitutionnelle, de sa versatilité, on s'aperçoit que la question de la seconde chambre échappe à cette logique, à cette instabilité. Il faut bien voir en effet que s'agissant de la seconde chambre, il existe une certaine stabilité au travers des différents régimes qu'a connu la France depuis 1789, puisque depuis 228 ans, en fait, la France n'avait vécu que 20 ans sans seconde chambre. Et encore, parmi ces 20 ans sans seconde chambre, 10 ans ont été vécus avec une assemblée constituante et 5 ans ont été vécus sans parlement, c'est-à-dire sans aucune chambre. Donc finalement, le monocamérisme, le fait qu'il n'existe qu'une seule chambre, le monocamérisme n'a été instauré en France que pendant 5 ans. Donc on le voit, une instabilité constitutionnelle française qui tranche avec cette stabilité de la seconde chambre que l'on retrouve dans les différents régimes politiques. Il n'y a que 5 ans, depuis 1789, que pendant cette période de 5 ans, que la France n'a pas connu de seconde chambre, véritablement. Donc on pourrait dire que cette histoire des secondes chambres en France tranche avec l'histoire constitutionnelle française. Alors contrairement à cette idée reçue, on pourrait dire que finalement, la question de la seconde chambre est plutôt au cœur du débat constitutionnel français depuis 1789. Et en effet, on constate que, en dépit de la stabilité du bicamérisme en France, en dépit du fait que depuis 1789, la France ait presque toujours connu une seconde chambre, on s'aperçoit que la question de la seconde chambre est l'une des plus anciennes, l'une des plus récurrentes et l'une des plus controversées de notre droit constitutionnel depuis 1789. C'est un véritable serpent de mer, finalement, qui n'échappe pas à la règle selon laquelle les Français ont toujours aimé discuter de leur institution. Donc en dépit de cette stabilité de la présence d'une seconde chambre en France, eh bien la France n'échappe pas à ce débat, et c'est même l'une des questions les plus anciennes, les plus récurrentes et les plus controversées de notre droit constitutionnel. L'instauration d'une seconde chambre a toujours suscité d'âpres débats constitutionnels. Et la question de la seconde chambre est tellement au cœur du débat constitutionnel français qu'il est possible d'expliquer l'histoire constitutionnelle de la France depuis 1789 au travers de l'histoire de la seconde chambre et des débats qui ont entouré sa création, son maintien ou sa disparition. Donc, premier élément qui est à l'origine, on va dire, de cette réflexion sur le Sénat et sur cette désignation par tirage au sort. Deuxième élément important au cœur de cette réflexion, c'est une réflexion plus personnelle sur le hasard. Alors,
Réflexion sur le hasard, non pas tant sa prise en compte par le droit, je vois qu'il y a des juristes dans la salle, en droit de la responsabilité, en droit des contrats, l'aléa, la force majeure est prise en compte. Donc il y a une prise en compte par le droit du hasard. Alors ce n'est pas tellement l'objet de ma réflexion. Ma réflexion porte plutôt sur l'utilisation du hasard par le droit. Et c'est par exemple le cas en droit électoral. Et alors on va en reparler justement, mais de ce point de vue, il faut ici, je crois, mentionner un ouvrage qui, à mon sens, est essentiel. C'est l'ouvrage de Bernard Manin, qui s'intitule « Principe du gouvernement représentatif », ouvrage essentiel lorsqu'on s'intéresse à la signification des procédés électifs et aléatoires utilisés pour désigner les gouvernants. Donc ce sont ces deux éléments, une interrogation sur la seconde chambre en France, une réflexion plus personnelle sur le hasard, ces deux éléments qui m'ont progressivement amené à étudier la question du hasard sous l'angle du droit constitutionnel, sous l'angle des institutions et plus particulièrement sous l'angle de la seconde chambre. Donc c'est ce qui m'amène au sujet pour lequel nous sommes aujourd'hui réunis. Alors l'étude juridique des secondes chambres peut être réalisée par le biais de deux approches. On pourrait parler tout d'abord d'une approche fonctionnelle ou procédurale, on pourrait ensuite parler d'une approche organique. Alors en quoi se distinguent ces deux approches, en quoi consistent-elles? La première approche, l'approche fonctionnelle ou procédurale, consiste à étudier les fonctions des secondes chambres, fonctions législatives, fonctions de contrôle, fonctions d'évaluation des politiques publiques. Cette première approche consiste également à étudier le rôle des secondes chambres. Est-ce que c'est une chambre technique? Est-ce que c'est une chambre aristocratique? Est-ce que c'est une chambre fédérale? Cette première approche consiste également à étudier les pouvoirs des secondes chambres. Est-ce que c'est un bicamérisme égalitaire, au sens où les deux assemblées ont les mêmes pouvoirs? Est-ce que c'est un bicamérisme inégalitaire? Est-ce que c'est un bicamérisme équilibré? Donc, première approche, une approche fonctionnelle ou procédurale. Deuxième approche, c'est l'approche organique. Cette deuxième approche, elle, se concentre sur l'étude de la composition des secondes chambres. Étude de la composition des secondes chambres au travers de leur représentativité, c'est-à-dire est-ce que la seconde chambre représente les entités infra-étatiques, les collectivités territoriales ou les États fédérés? Est-ce qu'elle représente le peuple? Est-ce qu'elle représente une classe sociale spécifique? Est-ce qu'elle représente la société dans sa dimension socio-économique? Et étude également de la composition des secondes chambres au travers de la question des modalités de désignation de leurs membres. Alors il faut bien voir ici, je distingue ces deux approches, approche fonctionnelle d'un côté, approche organique de l'autre côté. Il faut bien voir qu'en règle générale, ces deux approches sont étroitement liées, puisqu'elles conduisent finalement à étudier des éléments qui sont en interaction. Et toutes ces approches, finalement, ont été utilisées pour étudier le Sénat de la Ve République. Et moi-même, dans le cadre de ma thèse, j'ai finalement évoqué et combiné ces deux approches, approche fonctionnelle et approche organique. Alors il y a un point quand même qui fait peut-être exception. Je vous disais à l'instant que toutes ces approches ont fait l'objet d'études s'agissant du Sénat de la Ve République. Un point fait peut-être exception. En effet, s'agissant de la composition de la seconde chambre, le débat doctrinal se limite, et c'est le plus souvent limité, au choix entre différentes modalités d'élection. C'est-à-dire que le recours finalement au procédé électif lui-même, c'est-à-dire en tant que mode spécifique de désignation des sénateurs par le vote, donc le recours au procédé électif, pendant longtemps, il n'a pas été interrogé. Et donc,
le recours à d'autres procédés n'a pas été finalement envisagé. Alors je dis, c'est la situation que l'on peut constater sur une longue période, et finalement on pourrait constater que cette situation, cette absence de réflexion sur le procédé électif en tant que mode de désignation spécifique des sénateurs, cette absence de réflexion, mais finalement c'est en train de changer un petit peu. Cette situation est en train d'évoluer sous l'influence des réflexions qui se sont développées depuis plusieurs années, notamment en sciences politiques, et qui portent sur les modalités de désignation des gouvernants. Il est vrai que de plus en plus, depuis plusieurs années, il y a toute une partie de la science politique qui réfléchit à cette question du procédé électif en tant que mode de désignation des gouvernants. Et alors ces réflexions étudient la signification du procédé électif, ses origines, ses conséquences, et ces réflexions aboutissent parfois à la proposition d'autres modes de scrutin. Vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre des élections présidentielles. Certains ont pu parler de vote par assentiment ou de vote par jugement majoritaire. Ces réflexions aboutissent également parfois à la remise en cause du procédé électif. Et d'autres procédés, tels que le procédé aléatoire, le tirage au sort finalement, sont alors envisagés. Alors, peut-être une précision d'ordre terminologique. Je vais utiliser le terme d'élection, et le terme d'élection peut avoir plusieurs significations. Je vais utiliser le terme élection au sens de opération par laquelle plusieurs individus ou groupes formant un collège électoral investissent une personne d'un mandat ou d'une fonction par un vote. Donc c'est-à-dire que j'entendrai le terme élection systématiquement comme renvoyant au vote. Je fais cette précision parce que certains pensent que le terme élection ne se limite pas à l'hypothèse du vote. Le terme d'élection se renvoie plus largement au sens de choix ou de désignation. Et donc ces personnes considèrent que le tirage au sort, finalement, c'est une élection par le sort. Alors que pour ma part, je considérerais ici le terme d'élection uniquement au sens de vote. Alors, je reviens sur cette tendance à la remise en cause du procédé électif. Cette tendance a même conduit à l'apparition de réflexions et de propositions en France et à l'étranger, visant à désigner la seconde chambre par tirage au sort. Et pour ce qui concerne la France, certains candidats à l'élection présidentielle proposent, du moins en partie, que la seconde chambre soit désignée par tirage au sort. Alors on ne sait pas toujours quelles sont les raisons, quels sont les objectifs, quelles sont les conditions de ce tirage au sort, mais cette proposition a pu être formulée. Alors, s'agissant du Sénat de la Ve République, cette proposition du recours au procédé aléatoire pour la désignation des membres du Sénat, si elle peut, de prime abord, comme je l'évoquais tout à l'heure, susciter un certain mépris ironique, elle mérite toutefois d'être envisagée. Et d'ailleurs, pourquoi ne le serait-elle pas ? En effet, le principe électif a été l'une des raisons de l'acceptation par les Républicains du Sénat de la Troisième République, par opposition aux membres de droit et aux membres nommés qui étaient défendus par les monarchistes, et de ce fait, son utilisation, l'utilisation du procédé électif pour la désignation des membres du Sénat, est perçue comme le symbole de la République. Ou du moins, au départ, sous la Troisième République, il est perçu comme tel. Or, questionner aujourd'hui le mode de désignation des sénateurs et remettre en cause le procédé électif pour la désignation des sénateurs n'a plus le même sens qu'au début des années 1870. Au travers de ce questionnement, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le caractère républicain du Sénat. En fait,
au travers de ce questionnement, il s'agit de s'interroger sur les défis auxquels est confrontée aujourd'hui cette institution et d'appréhender le mode de désignation des sénateurs, que ce soit le procédé électif ou le procédé aléatoire, par rapport à ces deux défis. Et c'est donc ce que je propose de faire dans le cadre de cette conférence. Alors, pour répondre à cette question, il faut identifier quels sont les défis majeurs auxquels est aujourd'hui confrontée l'institution sénatoriale. Eh bien, on peut considérer que le Sénat est aujourd'hui confronté à deux défis. Premier défi, c'est éviter une politisation accrue du Sénat et son enrôlement dans la logique majoritaire. Deuxième défi, c'est répondre à la question récurrente de sa représentativité. Alors, quelques éléments d'explication sur ces deux défis pour bien poser les choses. Tout d'abord, premier défi, je le disais, éviter une politisation accrue du Sénat et son enrôlement dans la logique majoritaire. En vertu de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, il était prévu que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions. Donc on considère que cette loi constitutionnelle du 3 juin 1958 pose le principe de la séparation des pouvoirs. Et donc cette loi constitutionnelle du 3 juin 1958 fait de ce principe de la séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, l'une des bases sur laquelle les institutions de 1958 ont été édifiées. Donc ce principe est affirmé avec force, principe de séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Alors si ce principe est affirmé avec force, il faut néanmoins constater, et là ce n'est pas valable uniquement pour la France, c'est valable pour l'ensemble des régimes parlementaires européens, ou du moins la plupart, il faut constater que le fonctionnement du régime parlementaire n'est plus organisé ou n'est plus conforme à cette conception de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En effet, dans la conception moderne du parlementarisme, dans le fonctionnement concret des régimes parlementaires aujourd'hui, on s'aperçoit que la distinction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif a perdu beaucoup de sa valeur. Dans la pratique, en fait, la distinction ne s'opère plus entre d'un côté le pouvoir exécutif et de l'autre côté le pouvoir législatif, mais dans la pratique, la distinction s'opère désormais entre le bloc majoritaire, c'est-à-dire le gouvernement et sa majorité parlementaire, et d'autre part, la minorité parlementaire. Donc ça veut dire que la balance des pouvoirs ne se situe plus entre le Parlement et le titulaire du pouvoir exécutif, mais la balance des pouvoirs, concrètement, aujourd'hui, elle se situe entre un pôle majoritaire qui regroupe le gouvernement et sa majorité, notamment à l'Assemblée nationale, et un pôle minoritaire qui regroupe l'opposition parlementaire. Alors on le voit, il y a une distinction entre la théorie et la pratique. D'où vient cette évolution? Comment s'explique ce passage entre cette théorie dans laquelle il devait y avoir une distinction claire entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif, à cette pratique, la distinction entre un pôle majoritaire, qui regroupe, je le répète, gouvernement et majorité parlementaire d'un côté, et d'autre côté, minorité parlementaire. En fait, les raisons de cette évolution sont communément admises. Elles résident dans l'apparition du fait majoritaire. La Ve République est caractérisée par le fait majoritaire. Je parle de la Ve République, mais on pourrait multiplier les exemples également à l'étranger. Alors, qu'entendons-nous par phénomène majoritaire? Il s'agit en fait, dans le cas de l'Assemblée nationale, de l'hypothèse où existe une majorité stable pour soutenir le gouvernement. Quelles sont les
les origines de ce fait majoritaire. Qu'est-ce qui explique l'apparition du fait majoritaire en France à partir de 1958? Deux éléments l'expliquent. Premier élément, c'est la substitution pour les élections législatives du scrutin majoritaire à 2 tours, mode de scrutin qui s'est substitué à la représentation proportionnelle qui était pratiquée sous la 4e République. En fait, ce mode de scrutin, le scrutin majoritaire à 2 tours, favorise les grandes formations politiques et conduit à une bipolarisation et évite tout émiettement de la représentation parlementaire. Donc, du fait de ce mode de scrutin, on a 2 coalitions qui sont face à face, une coalition majoritaire qui soutient le gouvernement, une coalition minoritaire qui s'y oppose. Donc, premier élément qui explique l'apparition du fait majoritaire à partir sous la 5e République. Deuxième élément qui explique l'apparition du fait majoritaire, c'est l'élection présidentielle au suffrage universel direct à partir de 1962, qui, au second tour, vous le savez, ne laisse en lice que 2 candidats. Et pour certains auteurs, d'ailleurs, c'est même cette élection présidentielle au suffrage universel direct qui a véritablement structuré le système français de partis et qui est donc essentiellement à l'origine du fait majoritaire. Toujours est-il que depuis les élections législatives de 1962, la majorité parlementaire désormais fait bloc avec le gouvernement. Le gouvernement, depuis 1962, dispose d'une majorité nette et constante au Parlement. Alors le fait majoritaire conduit à la remise en cause de la vision classique de la séparation des pouvoirs, vision classique selon laquelle il y a une séparation, une distinction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ce fait majoritaire conduit à substituer finalement à cette vision classique une autre distinction, la distinction entre le bloc majoritaire, gouvernement soutenu par sa majorité parlementaire d'un côté, opposition parlementaire, minorité parlementaire si vous préférez, d'autre part. Alors qu'en est-il dans ce cadre général posé, qu'en est-il du rôle et de la place de la seconde chambre, qu'en est-il du rôle et de la place du Sénat dans le cadre de cette évolution? En fait, le Sénat est généralement exclu lorsque c'est volontaire ou oublié lorsque c'est involontaire. Il est généralement exclu ou oublié de cette réflexion en termes de bloc majoritaire et de minorité parlementaire. C'est-à-dire que lorsque l'on évoque, dans le cadre du fait majoritaire, le gouvernement et sa majorité parlementaire, eh bien la majorité parlementaire, le plus souvent, désigne la majorité de l'Assemblée nationale qui soutient le gouvernement. Et donc les sénateurs ne sont pas pris en compte dans cette réflexion. Les sénateurs, le Sénat, l'institution sénatoriale n'est pas prise en compte dans cette réflexion en termes de bloc majoritaire et de minorité parlementaire. En fait, le plus souvent, la Haute Assemblée, le Sénat, est présenté comme une chambre de réflexion qui, justement, doit jouer un rôle de contre-pouvoir face au bloc majoritaire formé par le gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que l'utilité de la seconde chambre, telle qu'elle est généralement présentée par la doctrine, c'est de dire que la seconde chambre échappe à la logique majoritaire, et échappant à la logique majoritaire, elle peut être une chambre que l'on appellerait une chambre de réflexion, qui joue le rôle de contre-pouvoir, dans tous les cas, face au bloc majoritaire formé par le gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale. Et dès lors, l'un des défis auxquels est aujourd'hui confronté le Sénat, c'est d'éviter justement une politisation accrue au travers de sa composition. Pourquoi ? Parce qu'une politisation accrue de la composition du Sénat entraînerait l'enrôlement du Sénat dans la logique majoritaire, et finalement, cela remettrait en cause son rôle de chambre de réflexion, son rôle de contre-pouvoir face au bloc majoritaire. Voilà pourquoi le premier défi auquel, à mon sens, est aujourd'hui confronté le Sénat, c'est d'éviter une politisation accrue
et son enrôlement dans la logique majoritaire, parce qu'une telle politisation, un tel enrôlement, lui ferait perdre ce rôle de chambre de réflexion contre-pouvoir au bloc majoritaire. Deuxième défi auquel est aujourd'hui confronté le Sénat, c'est de répondre à la question récurrente de sa représentativité. Quelques mots rapides d'explication. Comme je le disais en introduction, la question de la seconde chambre, du moins en France, est l'une des plus anciennes, l'une des plus récurrentes et l'une des plus controversées de notre droit constitutionnel. Depuis 1789, on a débattu de ses pouvoirs, nous avons débattu également et surtout des modalités de désignation des sénateurs, et sous la Ve République d'ailleurs, le mode d'élection des sénateurs a fait l'objet de nombreuses réformes et nombreuses propositions de réformes. Et l'alternance au Sénat, qui a eu lieu en 2011, n'a d'ailleurs pas totalement fait taire les critiques qui sont parfois formulées à l'encontre du mode d'élection du Sénat et donc finalement de sa représentativité. Donc là encore, un défi important auquel est confronté le Sénat, répondre à la question récurrente de sa représentativité. Alors face à ces deux défis que je viens d'exposer, on peut se demander quels peuvent être les apports d'une réflexion sur l'alternative procédé électif, procédé aléatoire. En fait, au travers de cette question, il s'agit toujours d'aborder l'institution sénatoriale, son rôle, ses fonctions et sa représentativité, mais sous cet angle nouveau, sous l'alternative procédé électif ou procédé aléatoire. Et alors, que révèle l'analyse ? Premièrement, on remarque que si le procédé électif présente d'indéniables avantages, et on ne reviendra pas dessus, en découlent également des inconvénients pour le Sénat, du point de vue des deux défis que nous avons précédemment évoqués. Et ces inconvénients peuvent être autant de raisons, finalement, qui justifieraient de mettre fin à l'élection des membres du Sénat. Deuxièmement, l'analyse révèle que le recours au procédé aléatoire pour désigner les membres du Sénat pourrait apporter des réponses intéressantes et innovantes aux défis auxquels est aujourd'hui confrontée cette institution. Et donc cela pourrait justifier l'instauration du tirage au sort pour la désignation des sénateurs. Et enfin, troisièmement, nous verrons que la mise en œuvre d'une telle réforme, qui peut paraître parfois absurde finalement, elle pourrait être tout à fait envisageable. Et ce sont donc les trois temps qui vont structurer mon propos. Nous nous demanderons tout d'abord pourquoi mettre fin à l'élection des membres du Sénat. Nous nous poserons ensuite la question pourquoi instaurer le tirage au sort pour la désignation des membres du Sénat. Et enfin, nous nous demanderons pourquoi peut-on instaurer le tirage au sort pour la désignation des membres du Sénat. Tels sont les trois temps que je vais maintenant évoquer. Tout d'abord, premier temps, pourquoi mettre fin à l'élection des membres du Sénat ? Le recours au procédé électif le recours à l'élection pour désigner les sénateurs sous la Ve République, nous allons le voir, ne permet pas de relever les deux défis que j'ai précédemment identifiés. Nous verrons en effet d'une part que ce procédé est, sinon à l'origine, du moins indissociable du risque de politisation accrue du Sénat. Et nous verrons également que aucune réponse satisfaisante ne peut être apportée à la question de la représentativité du Sénat si les solutions procédées se limitent au procédé électif. Donc tels sont les deux points que je vais développer. Je vais reprendre chacun des deux défis et je vais tenter de montrer en quoi le procédé électif n'apporte pas de réponse satisfaisante à ces deux défis. Premier point, tout d'abord, comme je vous le disais, à mon sens, le procédé électif est à l'origine, ou du moins est indissociable du risque de politisation accrue du Sénat. En effet, comme je le disais tout à l'heure,
dans le cadre du système majoritaire de la Ve République, le Sénat est généralement présenté comme étant une chambre de réflexion, un contre-pouvoir au bloc majoritaire formé par le gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale. Donc le Sénat est généralement présenté comme une institution dégagée des contraintes partisanes. Pour autant, il faut bien voir que cette vision traditionnelle du Sénat est parfois remise en cause par l'enrôlement de cette Assemblée dans la logique majoritaire. Et en effet, on constate que depuis le milieu des années 70, le Sénat est, tout comme l'Assemblée nationale, le Sénat est touché par le fait majoritaire. Et en fait, deux éléments sont à l'origine de cette apparition du fait majoritaire au Sénat. Premier élément, c'est l'alignement des forces politiques du Sénat sur celles qui sont présentes à l'Assemblée nationale et donc sur les partis politiques. En effet, jusqu'au milieu des années 70, on va dire, la spécificité de l'institution sénatoriale était liée à la spécificité des groupes sénatoriaux qui composaient le Sénat. Ces groupes sénatoriaux, à la différence des groupes que l'on retrouvait à l'Assemblée nationale, n'avaient pas de correspondance partisane claire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là tout simplement que ces groupes sénatoriaux n'étaient pas liés clairement à un parti politique. Et ils étaient également moins structurés que ceux présents à l'Assemblée nationale. Et donc, dans cette optique, les sénateurs se réclamaient généralement comme étant plus indépendants, plus autonomes par rapport aux partis traditionnels tels qu'ils étaient présents à l'Assemblée nationale. Alors, par exemple, on peut illustrer cela par quelques groupes qui existaient, quelques groupes sénatoriaux qui ont existé au Sénat. Le groupe du Centre républicain d'action rurale et sociale, le groupe du Centre national des indépendants et progrès, le groupe de la gauche démocratique. Trois exemples de groupes sénatoriaux qui n'ont pas de correspondance partisane claire, qui ne sont pas liés clairement à un parti politique. Et d'ailleurs, les intitulés de ces groupes sont lourds de signification. Par le choix de ces intitulés, finalement, les sénateurs voulaient marquer leur autonomie par rapport aux partis politiques et par rapport aux groupes à l'Assemblée nationale. Donc traditionnellement, les groupes sénatoriaux tels qu'ils existaient au Sénat enjambaient les frontières partisanes. Et ils étaient relativement autonomes par rapport aux partis politiques. Alors, il est vrai que certains groupes politiques au Sénat ont toujours échappé à cette règle. Par exemple, avant les années 70, existait un groupe communiste, un groupe socialiste, un groupe gaulliste. Et donc, ce sont des groupes que l'on retrouvait également à l'Assemblée nationale. Mais jusqu'au milieu des années 70, ces groupes sénatoriaux, communistes, socialistes, gaullistes, n'étaient pas majoritaires au Sénat, et donc ils ne remettaient pas en cause la spécificité sénatoriale. La nouveauté, c'est qu'à partir de 1974 environ, ces groupes aux correspondances partisanes claires, on va dire, c'est-à-dire notamment le groupe socialiste et le groupe gaulliste, ces groupes vont voir leur effectif augmenter au détriment des groupes traditionnels du Sénat. Et donc, il y a de moins en moins de groupes qui enjambent les frontières partisanes. Il y a de moins en moins de sénateurs qui appartiennent à ces groupes qui enjambent les frontières partisanes. Et donc, la majorité des sénateurs, à partir de 1974, la majorité des sénateurs va progressivement appartenir à des groupes aux correspondances partisanes claires, c'est-à-dire des groupes qui correspondent à un parti politique, des groupes que l'on retrouve également à l'Assemblée nationale. On va avoir une reproduction finalement à l'Assemblée nationale des groupes qui étaient présents, on va avoir une reproduction au Sénat des groupes qui étaient présents à l'Assemblée nationale. Deuxième élément, il en résulte une bipolarisation du Sénat. En effet,
le renforcement au Sénat de ces groupes aux correspondances partisanes claires a conduit à l'apparition au Sénat de ce qu'on va appeler une majorité sénatoriale et une minorité sénatoriale. Alors ça peut paraître rien, ça peut paraître anodin, sauf que pendant très longtemps et jusqu'à 1974, on ne parlait pas, s'agissant du Sénat, de la majorité sénatoriale ou de la minorité sénatoriale. On parlait de l'institution sénatoriale, mais il n'était jamais question d'une majorité, de l'existence d'une majorité sénatoriale ou de l'existence d'une minorité sénatoriale. Et donc l'apparition, le simple fait qu'apparaissent ces expressions de majorité sénatoriale et de minorité sénatoriale, c'est bien qu'il y a une bipolarisation qui apparaît au sein de la seconde chambre, au sein du Sénat. Et finalement, donc, ce double mouvement, ces deux éléments que je viens d'évoquer, vont conduire à une plus grande politisation des groupes au sein du Sénat, et donc une plus grande politisation du Sénat lui-même, qui va permettre le développement au Sénat du fait majoritaire. C'est-à-dire que les groupes du Sénat vont soutenir, en règle générale, la position de leurs homologues à l'Assemblée nationale. Et donc, ils vont également se positionner, ces groupes du Sénat, soit comme soutien, soit comme opposants au gouvernement et donc au bloc majoritaire. Et donc, l'apparition du fait majoritaire au Sénat a pour conséquence que, dans ces conditions, le Sénat risque de ne pas pouvoir tempérer le pouvoir du bloc majoritaire composé par le gouvernement et l'Assemblée nationale. En fait, le risque pour le Sénat, du fait de sa politisation, c'est de se transformer, ou du moins sa majorité, soit en organe d'obstruction à l'égard du gouvernement, soit de se comporter comme une chambre d'enregistrement par rapport au gouvernement. Et donc, dans ces conditions, la composition politique du Sénat pose une question essentielle. Cette question, c'est celle de la compatibilité entre son rôle prétendu de contre-pouvoir face au bloc majoritaire et l'engagement des sénateurs en tant que soutien ou opposant au pouvoir exécutif. Et donc finalement, la question qui est posée, c'est celle de la raison d'être du Sénat. Or, qu'est-ce qu'on est obligé de constater? On est obligé de constater que le procédé électif, peu importe le mode de scrutin, représentation proportionnelle ou scrutin majoritaire, le procédé électif, s'il n'est bien sûr pas la seule cause de cet état de fait, s'il n'est pas la seule cause de l'apparition du fait majoritaire au Sénat, puisque avant les années 70, les sénateurs étaient élus et il n'y avait pas forcément ce fait majoritaire. Donc le procédé électif n'est pas la seule cause de cet état de fait, mais aujourd'hui, le procédé électif est en tout cas indissociable de cette évolution. Et donc de ce point de vue, le procédé électif ne permet pas de répondre au premier défi qui était d'éviter une politisation accrue du Sénat et son enrôlement dans la logique majoritaire. Et donc de ce point de vue, le seul moyen de mettre fin à l'enrôlement du Sénat dans la logique majoritaire serait donc de remettre en cause le procédé électif pour la désignation de ses membres. Deuxième défi, j'évoquais tout à l'heure, le deuxième défi, c'est de répondre à la question récurrente de la représentativité du Sénat. Eh bien là encore, le procédé électif ne permet pas d'apporter des solutions satisfaisantes à cette question récurrente. En effet, le mode d'élection du Sénat et la représentativité de cette Assemblée sont très souvent questionnés, je l'évoquais tout à l'heure. Alors on pourrait discuter de la justesse des arguments qui sont avancés pour questionner ce mode d'élection. Certains prétendent que ce mode d'élection surreprésente les zones rurales, qu'il favorise certaines tendances politiques. Alors on pourrait avoir ce débat concernant ces critiques. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que même si on n'est pas d'accord avec les critiques qui sont formulées, il est certain que ce questionnement nuit forcément
à l'image du Sénat et à sa légitimité. Et d'ailleurs, de manière assez symptomatique, tous les 3 ans, lorsqu'il y a un renouvellement sénatorial, apparaissent des articles dans la presse qui s'intéressent, qui s'interrogent sur ce mode d'élection du Sénat et qui vont donc jusqu'à s'interroger sur l'utilité même de la seconde chambre. Donc, quelle que soit la justesse des arguments qui sont avancés, encore une fois, je le répète, il est certain que ce questionnement nuit à l'image du Sénat et à sa légitimité. Et par ailleurs, ceux qui formulent des critiques à l'égard du mode d'élection du Sénat, souvent, pas systématiquement d'ailleurs, mais souvent proposent de réformer le mode de recrutement du Sénat. Mais ces réformes alors, ces propositions de réforme, s'inscrivent systématiquement dans le cadre du procédé électif. Alors en effet, on peut résumer les propositions qui sont formulées à l'alternative suivante. La première proposition qui est faite, s'agissant de la réforme du mode d'élection des sénateurs, c'est d'élargir, dans une mesure variable d'ailleurs en fonction des propositions, d'élargir, voire de généraliser le scrutin proportionnel dans le mode d'élection du Sénat pour en faire une chambre plus représentative, certains diraient pour en faire un conseil des opinions, c'est-à-dire une assemblée qui représenterait la diversité des opinions. Deuxième type de proposition, certains proposent de faire du Sénat une seconde chambre socio-professionnelle, c'est-à-dire une chambre qui représenterait les groupes économiques et sociaux auxquels appartiennent les individus et dont les membres, ou du moins certains d'entre eux, seraient élus. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que, là encore, ces propositions, qui, je le répète, ne font pas l'unanimité, ces propositions ne sont pas exemptes de critiques. Par exemple, si on revient sur la première proposition, élargir, voire généraliser le scrutin proportionnel dans le mode d'élection du Sénat, eh bien, on peut craindre que cette première proposition ne conduise à finalement un conflit de légitimité entre les deux assemblées. En effet, le concept même de seconde chambre est lié à celui de légitimité. Une seconde chambre, c'est une assemblée qui exprime moins intégralement que l'autre la légitimité démocratique. Mais dès lors que la seconde chambre est élue à la représentation proportionnelle, au scrutin proportionnel, dès lors, cette assemblée exprime aussi intégralement que la première chambre la légitimité démocratique, et donc elle ne peut plus être qualifiée de seconde. Et même plus d'ailleurs, si cette proposition est couplée à la proposition d'élire la seconde chambre au suffrage universel direct, alors on pourrait dire que cette seconde chambre est même plus représentative que l'Assemblée nationale qui, elle, est élue au scrutin majoritaire. Donc on le voit finalement, cette proposition ne résout pas la question de la représentativité de la seconde chambre. Quant à la deuxième proposition que j'évoquais tout à l'heure, faire de la seconde chambre une seconde chambre socio-professionnelle, cette seconde proposition est entachée d'une connotation négative et elle soulève également des difficultés quant à l'établissement de critères de composition de la seconde chambre qui seraient acceptés par les forces qui, justement, doivent être représentées. Donc on le voit, dès lors que l'on reste dans le cadre du procédé électif, il n'y a pas de réponse satisfaisante qui est apportée à cette question récurrente de la représentativité du Sénat. Et dans ces conditions, dès lors que le procédé électif ne permet pas de répondre à ces deux défis, dans ces conditions, il est intéressant d'analyser en quoi le procédé aléatoire pourrait constituer une solution innovante et pertinente, et donc une alternative à la méthode élective. Et nous arrivons donc au second temps. Pourquoi instaurer le tirage au sort pour la désignation des membres du Sénat? Alors, de manière générale, désigner les membres d'une assemblée par tirage au sort présente un certain nombre d'avantages que
les réflexions actuelles sur ce mode de désignation mettent en avant. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'échanger sur quels peuvent être ces avantages du procédé aléatoire. Mais dans le cadre plus spécifique du Sénat de la Ve République, un tel mode de désignation des sénateurs pourrait apporter des réponses aux deux défis auxquels est aujourd'hui confronté le Sénat. Donc je rappelle le premier défi, éviter une politisation accrue du Sénat, éviter son enrôlement dans la logique majoritaire. Effectivement, on peut considérer que le procédé aléatoire, le tirage au sort pour la désignation des membres du Sénat, pourrait permettre de soustraire le Sénat au fait majoritaire. En effet, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'avec un tel mode de désignation, les partis politiques n'auraient plus de prise sur la désignation des sénateurs. Et les sénateurs, puisqu'ils seraient désignés par tirage au sort, ne seraient donc pas désignés par rapport à un positionnement politique. Et d'ailleurs, de manière générale, et là ce n'est pas valable uniquement pour les sénateurs, certains auteurs notent d'ailleurs que le remplacement des élus par des tirés au sort, par des personnes tirées au sort, impliquerait un bouleversement radical dans l'approche du politique, par ses conséquences induites, à savoir la modification du contenu même de la vie politique, qui serait moins conflictuelle, moins idéologique et peut-être plus empirique. Cela veut dire en fait que dès lors que les sénateurs seraient désignés par tirage au sort, le Sénat serait débarrassé de toute contrainte partisane, puisqu'effectivement les sénateurs ne seraient pas désignés par rapport à un positionnement politique. Le Sénat serait débarrassé de toute contrainte partisane. Et donc, il pourrait effectivement jouer un rôle de chambre de réflexion, un rôle de contre-pouvoir face au bloc majoritaire formé par le pouvoir exécutif et sa majorité à l'Assemblée nationale, puisque le Sénat ne serait pas enrôlé, les sénateurs ne seraient pas enrôlés dans cette logique majoritaire. Alors, simplement une précision. De ce point de vue, l'affiche, en fait, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'affiche, mais que je trouve très bien. Je la trouve pertinente en ce sens qu'elle traduit bien, finalement, ma proposition. Pourquoi? Parce que cette affiche, elle associe finalement l'hémicycle du Sénat avec 3D qui symbolise le tirage au sort. Or, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien ce que je propose. Finalement, ce que je propose, c'est conserver le Sénat tel qu'il est, avec ses pouvoirs, et ne modifier finalement que son mode de désignation en instaurant le tirage au sort. Mais à mon sens, désigner les sénateurs par tirage au sort ne doit pas conduire à modifier les pouvoirs du Sénat. Au travers de ma proposition, ne concerne finalement que le mode de désignation du Sénat. À mon sens, il n'est pas nécessaire de revenir sur les pouvoirs du Sénat. Donc on le voit, le procédé aléatoire permet d'apporter une réponse, à mon sens, nouvelle, innovante, à cette question, à ce défi, éviter un enrôlement du Sénat dans la logique majoritaire. À mon sens, désigner les sénateurs par tirage au sort permet également de répondre au deuxième défi, à savoir la question récurrente de la représentativité du Sénat. En effet, si l'on désigne les sénateurs par le procédé aléatoire, par le tirage au sort, cela pourrait permettre au Sénat de représenter le peuple, tout comme l'Assemblée nationale, mais dans une dimension et selon une logique différente, et donc sans que puisse être formulée la critique selon laquelle la seconde chambre, le Sénat, ne serait qu'une Assemblée nationale bis. En effet, lorsqu'on s'interroge sur le mode d'élection d'une seconde chambre, outre le défi que la question de sa représentativité, il faut bien voir que le mode d'élection de la seconde chambre ne peut être que différent du mode d'élection de la première, ou du moins le mode de désignation des membres de la seconde chambre ne peut être que différent
des modes de désignation de la première chambre. Pourquoi? Parce que si les deux assemblées sont désignées selon des modalités identiques, la seconde chambre ne sera que la reproduction finalement de la première, et donc de ce point de vue, l'utilité du bicamérisme est niée. Et c'est d'ailleurs la question qui a été posée et qui se pose en Italie et qui est à l'origine du débat constitutionnel autour de la réforme du Sénat italien. Donc, le procédé aléatoire, justement, permettrait de répondre à cet ensemble de questions. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Assemblée nationale, son mode de désignation le mode de désignation des députés ne serait pas modifié. L'Assemblée nationale représenterait le peuple et la volonté du peuple au travers des partis politiques qui sont chargés finalement de donner une signification politique aux aspirations et aux revendications des citoyens et donc de structurer le monde et l'offre politique. Le Sénat, lui, représenterait le peuple dans sa diversité, c'est-à-dire il représenterait le peuple dans tout ce qu'est concrètement un individu, socialement, économiquement, géographiquement, idéologiquement. Le Sénat représenterait en fait, pour reprendre l'expression de Dominique Rousseau, il représenterait les différentes figures du citoyen. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter que cette proposition de désigner les sénateurs par tirage au sort, elle est également liée au développement de la démocratie participative, voire à la revendication de démocratie directe, tant au niveau local qu'au niveau national. Et d'ailleurs, le Sénat lui-même a mis en place des plateformes participatives au travers desquelles les citoyens peuvent contribuer directement au processus législatif. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces plateformes. C'est sur le site du Sénat. Et donc chaque citoyen, il y a différentes modalités de participation, mais chaque citoyen est invité à participer au processus législatif en donnant son avis. Donc il y a différentes plateformes participatives qui sont mises en œuvre. Et donc finalement, désigner les sénateurs par tirage au sort, ne serait-ce pas œuvrer en ce sens en combinant finalement le régime représentatif d'une part et la démocratie participative, voire la démocratie directe d'autre part. Donc, à mon sens, le procédé électif pour désigner les membres du Sénat permettrait de répondre aux deux défis que j'ai précédemment évoqués, deux défis auxquels est aujourd'hui confrontée l'institution sénatoriale. Reste une question importante, la dernière, c'est celle de la possibilité de mettre en œuvre un tel procédé de désignation des sénateurs. Peut-on instaurer le tirage au sort pour la désignation des sénateurs? Cette question, finalement, sous-tend deux interrogations. La première interrogation, c'est: la Constitution permet-elle, en l'état actuel, le recours à un tel procédé, le procédé aléatoire, pour la désignation des sénateurs? La deuxième question, c'est: est-ce que finalement une telle proposition est réaliste? Alors, nous allons tenter de répondre à ces deux questions, d'apporter quelques éléments de réponse à ces deux questions. Tout d'abord, première question. La Constitution permet-elle, en l'état actuel, le recours à un tel procédé pour la désignation des sénateurs? Eh bien, il faut remarquer que cette hypothèse du recours au procédé aléatoire semble exclue si l'on s'en tient à la lettre de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. En effet, un des principes qui devait être mis en œuvre par la Constitution de 1958, d'après cette loi constitutionnelle du 3 juin 1958, c'est que, je cite, « Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. » Donc finalement, cela supposerait le vote. Donc on pourrait se dire finalement, cette loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui fixe les principes qui devaient être mis en œuvre par la Constitution de 1958, empêche ce recours au procédé aléatoire. Pour autant, si l'on se réfère à la Constitution de 1958, cette possibilité ne semble pas du tout exclue. Alors certes,
Une révision de l'article 24 de la Constitution serait alors nécessaire. Que prévoit l'article 24 de la Constitution? Je vous le cite. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder 348, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Il est certain que si l'on souhaitait que les sénateurs soient désignés par tirage au sort, il faudrait modifier cet article 24 de la Constitution. Mais encore une fois, je le répète, c'est le seul article qui devrait être modifié, à mon sens. Il n'est pas nécessaire de toucher au pouvoir du Sénat. Donc, première question, moyennant une révision de l'article 24 de la Constitution, le recours au procédé aléatoire est possible pour désigner les sénateurs dans le cadre de la Ve République. Quant à la deuxième question, cette proposition est-elle réaliste? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien reconnaître que si le mode de désignation des secondes chambres peut être variable, quelle que soit l'époque, le lieu, ce peut être l'élection, la nomination, des membres de droit, l'héritage, cooptation, tirage au sort. Donc si l'on peut constater qu'il y a une certaine diversité, il faut également constater que, quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu, la méthode aléatoire a été très largement délaissée. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, le procédé qui est utilisé pour désigner les membres des secondes chambres, c'est essentiellement l'élection. Le procédé aléatoire est très largement délaissé. On retrouve également, dans certains cas, de la nomination des membres de droit. Par héritage, également, on retrouve cette modalité de désignation, par cooptation. Mais le tirage au sort reste très largement délaissé. Pour autant, il faut remarquer que le procédé aléatoire n'est pas inexistant dans le mode de désignation des gouvernants dans les démocraties contemporaines, même si ce mode de désignation est encore une fois largement dominé par la méthode élective. En effet, si l'on étudie le fonctionnement, si l'on étudie le mode de désignation des gouvernants dans les démocraties contemporaines, eh bien on s'aperçoit que régulièrement, on a recours au procédé aléatoire. En effet, le procédé aléatoire intervient parfois dans trois hypothèses. Première hypothèse, le procédé aléatoire intervient parfois à titre supplétif de la méthode élective en cas d'égalité entre plusieurs candidats. Ce n'est pas le cas en France pour les élections politiques, mais par exemple, lors de l'élection à l'Assemblée législative de l'île du Prince-Édouard, c'est une des provinces du Canada, c'était en 2015, deux candidats dans une circonscription ont obtenu le même nombre de voix et la loi électorale de cette province prévoit alors que le vainqueur est désigné par tirage au sort. Donc on le voit, le tirage au sort est utilisé ici à titre supplétif de la méthode élective en cas d'égalité entre plusieurs candidats. De la même manière, aux États-Unis, et d'ailleurs il y avait, je crois qu'une vidéo circulée montrant cela, aux États-Unis, dans le cadre de la désignation des délégués pour le choix du candidat démocrate en vue de l'élection présidentielle, eh bien, en cas d'égalité de voix entre les candidats, il est parfois procédé à un tirage à pile ou face. Et donc, je vous le disais, il y a une vidéo qui circulait où, effectivement, on voyait qu'il était procédé à ce tirage au sort parce que les deux candidats en présence avaient obtenu le même nombre de voix. Le procédé aléatoire intervient également dans une deuxième hypothèse. Il intervient parfois de manière facultative, préalablement à l'élection, pour la désignation des candidats. Et on a par exemple trois illustrations d'utilisation du tirage au sort en France pour désigner des candidats à une élection. Par exemple, pour les élections cantonales de 2011, dans le département de Moselle, certains candidats d'Europe Écologie Les Verts ont été désignés par tirage au sort. De la même manière, lors des élections régionales de 2015 en Normandie, le candidat tête de liste du mouvement Nouvelle Donne a été désigné par tirage au sort. Et plus proche de nous, lors des élections
plus proche de nous temporellement, lors des élections législatives partielles de mai 2016, dans la première circonscription du Bas-Rhin, l'un des candidats avait été désigné par tirage au sort, candidat à l'élection. Donc on le voit, le procédé aléatoire intervient parfois de manière facultative, préalablement à l'élection pour désigner les candidats. Et enfin, troisième hypothèse, le procédé aléatoire intervient parfois de manière complémentaire pour régler certains des aspects de l'élection ou de la campagne électorale. Et ici, je me limiterai à un seul exemple qui est d'actualité. Vous le savez, 11 candidats ont obtenu, 11 candidats à l'élection présidentielle ont obtenu les 500 parrainages. Eh bien, il a été procédé à un tirage au sort entre ces 11 candidats pour leur attribuer les emplacements réservés à l'affichage électoral. Donc on a utilisé le tirage au sort pour savoir qui bénéficierait, dans quel ordre seraient répartis les emplacements réservés à l'affichage électoral. Donc finalement, au travers de ces trois hypothèses, au travers de ces trois exemples, qu'est-ce que je tente de démontrer ? Je tente de démontrer que le procédé aléatoire est d'ores et déjà considéré comme un procédé démocratique de désignation des gouvernants et donc potentiellement des membres d'une seconde chambre. Et donc finalement, si le tirage au sort pour la désignation des membres du Sénat doit être questionné, c'est davantage, à mon sens, du point de vue de ses modalités pratiques que du point de vue de son principe même. Par exemple, en pratique, il y a des questions importantes qui restent posées. Quelles seraient les personnes qui pourraient être tirées au sort ? Quelles seraient les modalités techniques d'un tel tirage au sort ? Quelle serait la durée du mandat des personnes tirées au sort ? Quel statut leur serait accordé afin notamment de s'assurer que toutes les personnes tirées au sort puissent effectivement siéger et exercer leur mandat de façon indépendante, impartiale et objective. Quelles seraient les modalités de leur formation et de leur information afin de s'assurer qu'elles puissent se prononcer en toute transparence. Donc on le voit, cette proposition de désigner le Sénat par tirage au sort soulève de nombreuses questions pratiques. Mais à mon sens, cette question a toutefois le mérite d'envisager la question du bicamérisme et des défis finalement auxquels est confronté le Sénat dans une perspective nouvelle. Je vous remercie.